Aux confins du monde des hommes, il existe une frontière imaginaire. Les enfants loups se trouvent de l'autre côté, là où l'être humain retourne vers l'animal, qu'il fut jadis. Les enfants sauvages appartiennent tant à la littérature qu'à notre histoire. Aujourd'hui, comment pourrait-il encore exister, alors que les espaces vierges ont disparu? Pourtant, il ne se passe pas une année sans qu'un Mowgli ne soit découvert quelque part sur la terre. Les chiens ont le plus souvent remplacé les loups du récit, mais comme eux, ils adoptent et nourrissent des petits hommes. Qu'y a-t-il de commun entre Mowgli et ses enfants sauvages modernes? En février 2002, à l'orée d'une forêt roumaine, un berger découvre un enfant caché dans un carton en train de manger la tête d'une charogne. Il semble incapable de s'exprimer de manière compréhensible. Il est rachitique et porte de profondes engelures sur le corps. La presse fait immédiatement écho à cette découverte. Les journaux baptisent l'enfant Mowgli et reprennent le mythe de l'enfant sauvage ramené à la civilisation par le berger. L'événement est présenté comme exceptionnel. Au bout de quelques jours, on comprend que l'enfant parle la langue des Gitans. Puis on découvre son village, près de Voila. Enfin, la mère paraît, et avec elle, l'histoire de Trajan, un enfant abandonné, maltraité, mais en aucun cas l'histoire d'un enfant sauvage. L'intérêt que le public a porté à cette histoire de Mowgli moderne montre à quel point les enfants sauvages nous fascinent. Mais s'agit-il seulement d'une stratégie éditoriale? L'écart entre le mythe et la réalité est-il si important qu'on pourrait le supposer? En janvier 1800, Victor est découvert dans une forêt de l'Aveyron. C'est un enfant sauvage d'une dizaine d'années qui semble totalement muet. Le docteur Itard, de l'Institut des sourds et muets de Paris, voit en lui une occasion unique d'étudier un être humain vierge de toute civilisation. Durant 10 années, il se consacre à son éducation. Dans ses carnets, Itard évoque leur première rencontre. Il mord tous ceux qui l'approchent, court à 4 pattes, fait ses besoins là où il se trouve. Sauvage ou retardé mental, la question divise les scientifiques. En éduquant Victor, le docteur Itard entend démontrer la prédominance de l'acquis sur l'inné. En 5 ans, l'enfant sauvage perd son allure animale. Il apprend à lire et à écrire quelques mots, mais il ne parlera jamais réellement. À partir de 1811, Itard se désintéresse de son élève, qui sombre alors peu à peu dans la débilité et l'anonymat. Victor s'éteint à Paris, oublié de tous, à l'âge d'environ 40 ans. L'enfant sauvage de l'Aveyron est le cas historique le plus documenté, mais ce n'est pas le seul, loin s'en faut. Depuis l'Antiquité, à mi-chemin entre l'homme et l'animal, les enfants sauvages n'ont cessé de jalonner notre histoire. Pour écrire son roman et donner corps au personnage de Mowgli, Kipling s'est inspiré de l'expérience vécue par 2 fillettes indiennes élevées par des loups. Si l'auteur a largement remodelé l'histoire, c'est bien l'enfant sauvage qui nous fascine. Un peu comme s'il détenait un secret que nous aurions égaré il y a bien longtemps sur le chemin de l'évolution. Ce qu'on cherche à savoir, c'est ce qu'est l'homme dans sa part la plus secrète,
celle qu'il développerait indépendamment des autres hommes, pour peu que ce soit pensable. On ne sait pas, en fait, si l'homme seul est encore vraiment humain. On ne sait pas s'il est strictement animal. On ne sait pas comment il est. Alors que la légende flirte avec le réel, mêlant volontiers la fiction à la réalité, comment savoir où finit le mythe et où commence l'erreur? Le mythe est aussi un mode de connaissance. Je ne veux pas écarter systématiquement l'erreur. Je me méfierais peut-être d'une narration trop romanesque, qui en ajoute. Là, il y aurait visiblement erreur. Mais je pense qu'il faut vraiment être très vigilant entre ce qu'on garde comme juste et ce qu'on jette. L'angoisse d'abandon intervient très fort, à mon sens, dans la fascination qu'entraîne la découverte d'un enfant qui a subi un isolement prolongé. Chacun pense que la chose n'est pas imaginable. On cherche tout de suite des responsables. Je pense qu'il y a beaucoup de projections dans l'attitude des gens à cette occasion-là. Mais il y a aussi, me semble-t-il, une part de relation au primitif, avec des positions très nettes de la part de ceux qui parlent des enfants sauvages. Ils imaginent l'origine du monde, l'origine de l'humanité comme à améliorer radicalement, ou à l'inverse, à la manière rousseauiste, ils pensent que l'origine était le meilleur des mondes. Et donc l'attitude vis-à-vis de la solitude et de l'isolement, elle est tributaire de ces deux modes de pensée. La scène se passe en 1947 au Chili, sur une route isolée. Un automobiliste aperçoit une forme mouvante qui tente de traverser la route sans y parvenir. L'homme s'arrête, mais demeure prudemment dans sa voiture. Il a entendu des paysans raconter qu'un monstre déambule la nuit, près des villages, pour boire le lait des vaches et attaquer les poulaillers. Intrigué par la silhouette qu'il distingue dans la lumière de ses phares et poussé par la curiosité, il se décide enfin à sortir et s'approche de la créature. Il découvre un garçon d'une dizaine d'années, tétanisé par une crise d'épilepsie. L'enfant ne parle pas, ne se déplace qu'à quatre pattes et présente une étrange mais solide constitution physique qui lui vaudra d'être baptisé Tarzan par la presse. Depuis combien de temps vit-il en dehors de toute humanité? Personne ne le sait. Cao Cao est le seul son émis par l'enfant, et c'est sous ce nom qu'il est admis à l'hôpital. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, Cao Cao refusait de parler. C'était un enfant hyperactif. Il sautait sur les meubles, semblait ne pas savoir dormir dans un lit ou s'asseoir sur une chaise. Son attitude n'avait rien à voir avec celle d'un enfant de son âge. Les médecins qui l'examinèrent avaient plusieurs diagnostics, plusieurs hypothèses à son sujet. Une structure anormale des lobes frontaux du cerveau, un retard mental. Ses bras ballants lorsqu'il marchait donnaient l'impression d'un grand singe. On disait de lui qu'il ressemblait à un chimpanzé, par exemple. C'est sans doute dû au fait qu'il avait les bras disproportionnés par rapport à ses petites jambes. Son visage était plus neutre, moins expressif que ce qu'on pouvait en attendre. Il semblait incapable de communiquer le moindre état. Sa physionomie, pourtant, ne révèle rien de particulier. Pas de cicatrices,
Pas de marques sur le corps. Comment un enfant, isolé de ses semblables, peut-il survivre et se développer dans la forêt? Les enfants sauvages sont des exceptions. Si certains vivent seuls, d'autres sont recueillis par des loups, des ours, des singes ou même des lions. Pour subsister, il leur faut s'adapter à la vie des animaux qui les élèvent. Façonnés par les contraintes de la quadrupédie, les corps des enfants sauvages nous racontent l'histoire de cette transformation contre nature. Leurs sens, et notamment la vision nocturne, sont aussi développés que ceux d'un animal. On observe même parfois dans l'obscurité leurs pupilles réfléchir la lumière, un peu comme les yeux des chats. L'enfant humain se serait-il transformé en animal ? La question de la quadrupédie est extrêmement complexe. Les enfants sauvages ont été réputés quadrupèdes au moins jusqu'à Linné, et quels que soient les témoignages apportés, puisque Linné les définit il définit l'homme sauvage comme quadrupède, hirsute, donc velu, au sens strict, et muet. Mais l'expérience semble attester que les enfants sauvages ne sont pas des quadrupèdes complets. Ils marchent plus souvent semi-redressés, et je dirais dans une position assez proche de celle qu'adoptent les primates quand ils s'appuient sur les phalanges. Mais il y a certaines circonstances où ils sont quadrupèdes. Alors, dire que les enfants sauvages élevés par des animaux sont plus spontanément quadrupèdes et ceux qui ont grandi seuls plutôt redressés, je ne m'avancerai pas jusque-là. Les détails que l'on possède ne permettent pas de le dire vraiment. En fait, la quadrupédie entre aussi dans un débat scientifique de l'époque à propos de la bipédie de l'homme, et on sait à quel point cette bipédie est elle-même mythifiée quand on pense à la manière dont nous représentons notre propre préhistoire. À 18 ans, Oksana Malaya a gardé toutes ses compétences animales. Le comportement humain qu'elle a indéniablement acquis durant ces 10 dernières années ne s'est pas substitué à son animalité. Les deux cohabitent encore en elle. Les enfants sauvages qui sont recueillis par des animaux deviennent ces animaux, ils apprennent à être ces animaux. L'enfant humain est un enfant qui est très doué en apprentissage. Rousseau parlait de la perfectibilité de l'homme. C'est un peu de ça dont il s'agit. L'enfant qu'on retrouve parmi les bêtes n'est pas un enfant sans contact. C'est un enfant qui a noué d'autres liens, d'autres affects, d'autres apprentissages et qui a développé d'autres compétences. Oksana a 3 ans lorsque ses parents, totalement ivres, l'oublient dans les rues d'une ville d'Ukraine. Dans la nuit, elle réussit à retrouver seule sa maison, mais la porte est close et personne ne vient lui ouvrir. Oksana se couche donc dans la niche de la chienne et s'endort avec elle. Elle y restera pendant 4 ans, ignorée des adultes. Progressivement, elle devient, selon ses propres mots, une fille chien. Elle ronge des os, se nourrit des restes, perd l'usage de la parole et se met à aboyer. En 1991, les autorités réagissent enfin et placent la fillette dans un internat. Malgré plusieurs rechutes, elle réapprend à parler, à manger à table, à retrouver l'apparence d'un enfant normal. Mais la rencontre avec l'homme est souvent brutale et parfois même tragique. En 1920, les habitants de Godamouri, un village indien, racontent avoir vu une créature fantastique rôder dans la forêt avec les loups. Ils l'appellent Manouche Baga, ce qui signifie esprit humain, et ils en ont très peur. La rumeur court aux confins de l'Empire des Indes et parvient jusqu'au révérend Singh.
Convaincu que toute créature est l'œuvre de Dieu, le missionnaire engage quelques chasseurs et se met à l'affût, bien décidé à battre en brèche toutes ses croyances païennes. Je pense que quand les enfants sauvages sont mis en présence d'êtres humains, ils en ont peur parce qu'ils sont en attitude d'animal chassé, tout simplement. Même s'ils n'ont pas été élevés par des animaux, ils sont sans cesse aux aguets d'une menace qui pourrait leur faire craindre pour leur vie, tout simplement. Et je pense que leur apparence leur est très étrangère. L'enfant sauvage n'est pas un enfant qui a l'occasion de confronter son image à un miroir, tout au plus à un plan d'eau. Et je crois que s'il est avec des animaux, il va plutôt chercher ce qui en lui ressemble à l'animal que chercher ce qui en diffère, pour peu qu'on puisse le supposer. Je crois que la part de conscience n'est pas liée à l'apparence qu'on donne aux autres, et que s'ils rencontrent un être humain, ils ne se disent pas « mon Dieu, un semblable ». Sûrement pas. Mais plutôt, qu'est-ce que c'est ? On présente les enfants sauvages comme perdus. Et donc, on présente ceux qui les ramènent comme des gens qui les ont sauvés. Alors que tout indique que du point de vue de l'enfant, ce n'est pas du tout un sauvetage. Il y a une constante à travers le temps. Ces enfants manifestent tous, puisqu'ils ne peuvent pas le dire, un désir profond de retrouver l'environnement dans lequel ils ont grandi. Après une longue marche, un rabatteur entrevoit une étrange silhouette parmi un groupe de loups, puis à sa suite, une seconde, beaucoup plus petite. Alors qu'elle fuit à quatre pattes derrière la meute, des chasseurs tentent de les séparer de la horde. Dans la confusion qui s'ensuit, presque tous les loups s'échappent, à l'exception d'une femelle qui protège sa tanière. Lorsqu'enfin la louve est abattue, le révérend découvre au fond de la cavité si chèrement défendue 2 fillettes hirsutes, grognant et mordant comme des fauves. L'homme de Dieu lave, tond, puis baptise les 2 enfants. Amala, la plus jeune, a 18 mois environ, et Kamala, l'aînée, à peu près 8 ans. Les 2 petites filles se blottissent en permanence l'une contre l'autre et se réfugient ensemble dans un sommeil protecteur. Le révérend les emmène à l'orphelinat de Midnapur 1 semaine après leur capture. Sa femme soigne leurs plaies et parvient à leur faire boire un peu de lait. Malgré les soins qu'on leur prodigue, Amala et Kamala refusent la présence des autres enfants, auxquels elles préfèrent la compagnie des chiens. Du point de vue de la culture, du point de vue des hommes, perdre un enfant, ça reste perdre une part essentielle du groupe, ça reste perdre le futur du groupe. Et donc il faut à tout prix le rapatrier et le rendre semblable aux autres. Donc lui incorporer les normes. Et c'est les raisons pour lesquelles on les voit aussi très tôt affublés d'attelles pour les contraindre à se tenir droit, obligés de manger ce qu'on leur donne et certains en meurent. C'est une situation tout à fait bouleversante. À plusieurs reprises, le révérend tente de communiquer avec Kamala. Mais évidemment, elle ne parle pas. Comment pourrait-il en être autrement? Il espère peut-être réveiller en elle le souvenir d'un langage antérieur à sa vie sauvage. Il pense peut-être que la parole lui viendra spontanément. Au XIIIe siècle, Frédéric II von Hohenstaufen se demandait quelle langue un enfant parlerait en dehors de tout apprentissage. Il isola un groupe de nouveau-nés et imposa aux nourrices le port d'un bâillon afin que les enfants n'entendent aucun mot d'aucune langue. Cette expérience cruelle laissa l'empereur perplexe. Non seulement les enfants ne prononcèrent pas la moindre parole, mais tous dépérirent jusqu'à mourir l'un après l'autre. L'histoire des enfants qui auraient été isolés à la suite d'une décision d'un souverain me semble insister sur le lien privilégié des souverains
avec le monde de la nature, et aussi avec le fait qu'ils sont au-dessus des lois. Ils peuvent se permettre l'expérience interdite. Mais ces histoires me font aussi songer à la volonté de savoir qui tenaille les hommes et qui les pousse à aller au-delà parfois de toute éthique pour en connaître davantage, alors même qu'ils ne font que nous donner des informations sur les expérimentateurs plus que sur ce qu'ils expérimentent. Pour le révérend Singh, ce qui importe le plus est d'apprendre aux 2 filles loups à manger convenablement, à s'habiller et à marcher. Comment s'y prendre alors que leurs genoux, totalement sclérosés, sont incapables du moindre mouvement de flexion? Sa femme, Madame Singh, est parvenue à approcher puis masser Kamala en l'incitant à prendre chaque jour la nourriture de sa main. Le révérend, quant à lui, a l'idée de poser un biscuit sur une table, hors d'atteinte de la fillette, afin de l'obliger à se redresser en prenant appui sur le rebord. Lorsque l'enfant y parvient, il recule un peu plus le biscuit, espérant ainsi contraindre ses articulations à retrouver la souplesse indispensable à la station debout. Mais la plus grande difficulté qu'affronte le couple est de capter l'attention des enfants loups. La plupart du temps, elles se tiennent à l'écart. Leur visage ne traduit aucun sentiment et leur regard se perd durant des heures dans la contemplation hypnotique d'un mur. Aujourd'hui, à propos d'Amala et Kamala, des psychiatres évoquent volontiers des symptômes autistiques. Est-ce l'isolement qu'elles ont subi qui a engendré cet étrange comportement? Dans les années 70, Bruno Bettelheim affirmait que les enfants sauvages n'existaient pas, qu'ils étaient simplement des autistes profonds abandonnés par leurs parents. En quoi ce rapprochement que l'on a établi parfois entre les enfants sauvages et les enfants autistes est-il juste? Laurent Danon-Boileau cherche à développer les capacités de communication d'enfants présentant des traits autistiques. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans un cas et dans l'autre, il y a une absence de socialité. Les enfants sauvages, parce qu'ils n'ont pas rentré en contact avec des êtres humains par définition, et les enfants autistes, parce que beaucoup de choses les portent à se retirer de l'interaction. Et il est vrai qu'au moins pour ce qui concerne les enfants autistes, il y a tout un temps du travail avec eux qui est effectivement une sorte de travail d'acclimatation, un travail dans lequel on va tenter d'établir avec eux Wish your chicken was bigger. The long chicken and 3. Hey, can I have a Dorito? Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Good. Please, Thank welcome. you. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon? And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Axe using my. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! Get in here. Two cups flour. Stir. Don't speak. Faster. Stir. Wow. You like? I slaved all day. ou plus exactement de les laisser s'approcher de vous et éventuellement d'organiser des choses extrêmement ténues dans la relation.
ça, là c'est Émilie, et là c'est moi. On apprend à Émilie à nager. Et là, tu sais ce que c'est? La question du toucher est décisive, évidemment. Je veux dire, les enfants sont touchés. Il y a même des méthodes qui viennent des Indes dans lesquelles il y a tout un toucher de l'enfant immédiatement à la naissance. Et puis, on sait bien quand même qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent par le toucher. Le toucher, à la fois, c'est important pour les échanges affectifs, mais c'est également très important pour avoir le sentiment d'unité, un sentiment de, si vous voulez, d'être un lieu qui peut accueillir des choses et construire des affects, des représentations, des actions. Alors il y a quelque chose d'assez troublant quand on envisage la question des enfants sauvages, c'est le fait qu'ils étaient capables de communiquer avec les animaux, et qu'au début au moins du travail qui peut être fait avec eux, on les voit dans une situation où ils ne peuvent pas communiquer avec les hommes. A priori, c'est incompréhensible. On aurait plutôt envie de dire que ce serait normal qu'ils puissent communiquer avec des gens qui leur ressemblent qu'avec des animaux qui ne leur ressemblent pas. Et puis, moi, il m'est arrivé de voir sur des films familiaux des enfants autistes qui avaient beaucoup de difficultés à communiquer avec des êtres humains et qui, en revanche, semblaient tout à fait heureux de communiquer avec des chiens. Bon. Alors au début, on se pose la question de savoir pourquoi. Et puis très rapidement, on comprend pourquoi c'est comme ça. Ben, tout simplement parce que pour communiquer avec un être humain, il faut que vous soyez constamment en train d'interpréter les symboles et les signaux qui vous envoient. D'interpréter ses hochements de tête, d'interpréter l'écarquillement de ses yeux, d'interpréter son sourire, d'interpréter sa façon de hocher, enfin tout un ensemble de choses. Chez un animal, c'est beaucoup plus restreint. Donc si vous avez du mal à organiser une réponse en fonction des signaux qu'on vous envoie, on comprend que moins on vous en envoie et plus c'est facile de l'organiser. On comprend donc que ce soit plus aisé, paradoxalement, de communiquer avec un chien que de communiquer avec un être humain. Le visage d'un chien est quand même beaucoup moins expressif que celui d'un homme. Avilie par ses parents, avec la complicité tacite de tout un village qui a vu mais n'a rien fait, Oksana a toutes les raisons de douter de l'être humain. Le temps, le jeu, puis la parole ont rétabli peu à peu la confiance. Mais sa part humaine reste fragile. Elle dépend pour l'essentiel de l'attention et du soin que lui portent ses éducateurs. Les soins maternels, c'est pas simplement donner à manger, donner à boire, échanger, c'est le jeu. Et sans le jeu et la parole, un enfant dépérit. Alors, sans le jeu et la parole, la question reste ouverte par rapport aux enfants sauvages. Mais en tout cas sans le jeu, c'est-à-dire sans la possibilité d'organiser quelque chose qui ne soit pas nécessairement et uniquement lié à la question de la survie. Après 2 années à l'hôpital, Cao Cao a la chance immense d'être adopté par son orthophoniste, Bertha Riquelme. En revenant parmi les hommes, il retrouve une mère. Avec elle, il apprend à parler, à écrire et à compter. Dès lors, ses progrès sont constants et spectaculaires. Une des choses que l'on apprend à la lecture du journal tenu par Bertha sur son travail quotidien avec Cao Cao, c'est comment il est important pour elle de cerner son tempérament afin de pouvoir l'instruire. En général, dans un processus d'éducation, on s'attend à ce que l'élève s'habitue au maître. Mais ici, c'est le contraire. Et là, c'est un challenge. Bertha travaille vraiment dur pour connaître l'état émotionnel de Cao Cao afin de lui enseigner l'arithmétique et le langage. Soigné par Bertha, Cao Cao ressemble un peu plus chaque jour à un être humain. De son enfance sauvage, il ne lui reste que la nostalgie de la nature et l'image furtive d'un puma le portant dans sa tanière par la peau du cou. Il n'a aucun autre souvenir de sa vie dans la jungle. L'amnésie est si complète qu'il commence le décompte des années de sa vie à partir de sa rencontre avec Bertha. Parlait-il avant son abandon? Quelles traces lui reste-t-il de son passé? Toutes ces questions demeurent sans réponse. Il est extrêmement difficile de juger la part d'inné, la part d'acquis
Chez un enfant sauvage, comme chez toute personne d'ailleurs, on a affaire à des individus, c'est toujours un peu délicat de généraliser. Et en l'occurrence, pour les enfants sauvages, on a bien rarement des informations suffisantes réunies sur leur passé et sur leur vécu pour pouvoir estimer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. À l'orphelinat, Oksana suit un apprentissage de couturière et côtoie des jeunes filles de son âge. Pourtant, selon les psychiatres, à 18 ans, elle a le raisonnement d'un enfant de 10 ans. A-t-elle été abandonnée parce qu'elle n'était pas comme les autres? Ou est-ce sa vie à l'écart des hommes qui l'a rendue différente? Lorsqu'elle a été recueillie, le comportement d'Oksana se limitait au code de communication corporelle des chiens. C'est à partir de cet acquis que sa rééducation a commencé. Ne pourrait-on pas s'appuyer sur le langage du corps pour enseigner la parole? Itard, qui a fait des choses merveilleuses pour Victor, s'est empêché de parler, de laisser son corps parler, parce qu'il voulait des résultats scientifiques. Il avait pris conscience que Victor interprétait trop vite ce qu'il pouvait désirer, et donc se contraignait à une neutralité corporelle aussi sévère que possible, de sorte que Victor soit contraint de répondre à la parole. Mais en faisant ça, il s'est sans doute coupé d'une bonne part d'échanges avec Victor, que peut-être Madame Guérin a eu. Et on ne regrettera jamais assez qu'elle n'ait pas écrit son expérience avec Victor. La relation aurait sans doute été tout autre. Il y a tout un temps dans lequel il faut être là à côté de lui sans faire grand-chose, en attendant qu'il y ait un rapproché qui puisse s'organiser, qu'il y ait un jeu d'alternance qui puisse s'organiser. Alors, il y a d'autres gens qui vous diront, et en un sens ils n'ont pas tort non plus, que si on attend, on peut attendre très longtemps et qu'il ne se passera rien. Et je crois que, aussi paradoxal que peut sembler ce que je vais dire, je crois qu'il faut les deux. Je crois que la question fondamentale, c'est le calcul de la perturbation qui peut être profitable. Ni trop, ni trop peu. Et ça, c'est le point décisif de tout travail avec un enfant en difficulté. Cao Cao avait 10 ans et était totalement muet lorsqu'il a été retrouvé. Les résultats de son travail avec Bertha sont tout simplement extraordinaires. Le langage est un mode de communication complexe, bien différent des codes du monde animal. Exprimer des idées implique la notion d'abstraction qui est le propre de l'homme. Bertha essaya différentes techniques qu'elle connaissait, susceptibles d'aider Cao Cao à parler. La technique dite du conditionnement, par laquelle la personne apprend à associer un mot et un concept à l'aide de récompenses. Un bonbon, par exemple. Mais il y a d'autres théories selon lesquelles le langage a une structure profonde. Et tous les êtres humains ont en eux cette structure. Ce que veut faire l'orthophoniste, c'est dépasser le langage pour atteindre cette structure profonde où réside notre syntaxe, notre grammaire. Elle vivait avec lui. Et apprendre à parler dans des situations de la vie courante, c'est très différent de devoir associer ou dissocier des mots. À la maison, Cao Cao progressait bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fut jamais capable de dépasser le temps présent. Le futur et le passé ne faisaient pas partie de sa compréhension linguistique. Aujourd'hui, Cao Cao a 70 ans. Il est marié et semble couler des jours paisibles à Orcón, au sud du Chili.
Il dit ne pas craindre la mort, mais ce qu'il y a après la mort. À n'en pas douter, Cao Cao est retourné dans le monde des hommes, même si son élocution reste très particulière. Il y a évidemment une autre question qui est une question très importante, c'est la question de savoir jusqu'où on peut apprendre à parler, jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut apprendre à parler, et jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut apprendre à communiquer. Alors, il est vrai qu'il existe des âges à partir desquels ça devient plus difficile. Mais le fait que ça devienne plus difficile ne veut pas dire que ce soit impossible. Il est vrai que c'est plus facile pour un enfant d'apprendre à parler avant 7 ans qu'après. Mais moi, j'ai connu des enfants qui parlaient très peu à 6-7 ans et qui, progressivement, ont appris à parler. Alors, quant à dire que lorsqu'ils ont su parler, ils parlaient comme les autres enfants, non. Il reste des différences, mais ils sont capables à ce moment-là de communication et de langage oral. Alors que Cao Cao s'exprime presque normalement, Kamala ne parvint qu'à nommer des objets familiers tout en les pointant du doigt. Victor, lui, ne parla jamais. Tous les enfants sauvages ne sont pas égaux devant l'apprentissage. L'âge ou l'environnement affectif sont-ils seuls en cause? Plusieurs années sans langage peuvent-elles provoquer des déficits cérébraux? Nous ne savons rien de la structure mentale de Victor ou de Kamala. Mais peut-être pouvons-nous chercher des réponses en observant comment fonctionne le cerveau d'un enfant normal lorsqu'il apprend à parler. Le cerveau est un fantastique organe d'apprentissage. Je pense que s'il est normal, il va apprendre. On a vu des gens avec des bras coupés, des jambes coupées qui apprennent à dessiner avec la bouche. On a vu des gens faire des choses extraordinaires. Donc ça, c'est pas le problème. La question est souvent la motivation. Est-ce que un enfant qui a été abandonné trouvera la motivation en lui pour se retourner vers les autres et apprendre ce nouvel environnement? Et je crois que ça, c'est peut-être la question chez les enfants sauvages, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont envie de s'insérer dans cette communauté? Si leur cerveau est normal, il n'y a pas de raison qu'ils n'apprennent pas. Adèle, elle est en train d'écouter, de m'écouter, de regarder ce qui se passe, et pourtant, son cerveau va répondre de façon quasi automatique à la présentation des syllabes, et nous, on va pouvoir voir la réponse. Donc, avec cette technique, on peut voir précisément que ce sont des régions très spécifiques à la parole qui réagissent pour les syllabes. Dada. Oui. Si des enfants sont abandonnés, sont devenus sauvages, mais ont vécu quelques mois, 6 mois, 1 an, 2 ans dans une communauté linguistique précise, est-ce qu'ils en ont gardé une mémoire? Est-ce que c'est important pour leur développement futur? On peut imaginer quand même que ces enfants perdent énormément s'il n'y a pas un renforcement par la communauté autour d'eux. S'ils n'entendent plus la parole, qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas. Alors, est-ce que ça se traduit dans le cerveau par une perte de substance, par une anomalie de la région? Vraisemblablement non. La région cérébrale va rester identique. Simplement, comme elle n'a pas été stimulée par la parole, eh bien, elle va être, ou par exemple pour les sourds, évidemment le son n'arrive pas. Eh bien, cette région cérébrale va faire autre chose. Le cerveau ne va pas laisser des zones inoccupées. Alors, est-ce qu'elle va le faire aussi bien que la partie qui devrait le faire? Ça, c'est une question qui reste à poser. Si l'anatomie du cerveau n'est pas en cause, comment expliquer l'amnésie des enfants sauvages lorsqu'il s'agit d'évoquer leur passé? Comme si leur vie commençait avec la rencontre de l'homme. Avant 18 mois, on a très peu de souvenirs. Et c'est vrai qu'avant 18 mois, on n'a pas de langage non plus. Ce qui fait le souvenir et ce qui fait la mémoire, c'est de le raconter aux autres. Je veux dire, on se souvient des vacances qu'on a racontées 4 fois, peut-être moins de celles qu'on n'a jamais racontées. Si vous êtes un enfant sans langage,
personne aussi à qui raconter ce qui s'est passé dans la journée. Comment ça peut s'engranger dans la mémoire? Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de mécanismes. Alors les impressions fortes, c'est-à-dire quand vous avez très peur, on sait que ça, l'émotion comme la peur fixe les souvenirs. C'est-à-dire si un enfant comme ce petit garçon chilien tombe et que c'est sa maman Puma qui le rattrape et qu'il se souvient de ça, ça serait pas étonnant. Je veux dire, il a eu très peur, il a vu cette image et ça lui est resté. On a beaucoup appris ces 20 dernières années sur la mémoire, spécialement celle des enfants. Ce qui est terrible, c'est que nous savons à quel point il est facile de créer de faux souvenirs. Je suis certain que vous avez des souvenirs d'enfance, mais vous n'êtes pas certain qu'ils se soient réellement passés. Peut-être en avez-vous entendu parler. Peut-être avez-vous lu quelque chose. Dans le cas de Cao Cao, une chose est sûre. Maintenant, il raconte qu'il a été élevé par un puma. Mais c'est une histoire qu'il n'avait jamais racontée avant ses 40 ans, âge auquel il l'a lu dans un roman. ¿Quién está ahí? Sí, pues. Mira un libro. Ah, está bonito el libro. ¿Y qué dice? Mira. Vicente. ¿Y ahí qué dice? Apoyo. ¿Y qué más? Dueña. ¿Sí? ¿Y ahí? Berta. La Berta. ¿Ves tú? Aquí adentro estás tú, pues. Ahí está Berta. Ahí. Eso. ¿Ah? Eso es. Ahí está Berta, Vicente. Tú, ¿eh? Vicente, yo, ¿eh? Sí, pues. Ahí está yo. L'histoire, bien sûr, c'est toujours mes parents étaient méchants, quelque chose d'effrayant s'est passé, j'ai vécu dans la forêt ou dans la jungle, on m'a découvert à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, pris en charge dans un foyer ou recueilli par un scientifique dans le cas de Victor, où on m'a encouragé et fait passer des tests. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que très peu d'entre eux ont survécu à cette histoire. Donc, en un sens, oui, des histoires racontées sont souvent semblables. Mais on peut se demander pour quelle raison on sait tout cela. Si c'est parce que quelque chose a été rajouté à cette histoire, cela signifie quelque chose. On re-raconte l'histoire. On a rajouté des morceaux d'histoire, des choses incorrectes. Les enfants sauvages appartiennent à la fois au mythe et à la réalité. Ils sont une réalité, on en trouve avec des symptômes et des séquelles différents, avec des histoires différentes, mais comme on ne peut jamais reconstituer toujours leur histoire, on comble les lacunes du discours avec des emprunts à quelque chose qui appartient au mythe et qui parle des origines. Les fillettes indiennes furent finalement séparées par la mort. Amala, la plus jeune, décéda 1 an après leur capture. Définitivement seule, Kamala se réfugia un peu plus encore dans l'isolement. Pourtant, c'est à partir de cette date qu'elle cessa de n'être qu'un animal. Ce jour-là, pour la première fois, elle exprima une émotion au travers de ses larmes. Durant les 7 années qui suivirent, elle parvint à se tenir debout et même à faire quelques pas. Elle apprit à manger avec une fourchette et réussit à prononcer le nom d'une 50aine d'objets. Était-elle plus humaine pour autant? Au-delà des pulsions primaires que sont la joie, la colère ou la peur, que pouvait bien ressentir cette petite fille? Comment raconterait-elle son histoire?
Kamala est morte en 1928 de la même maladie des reins qui avait tué sa sœur 7 ans auparavant. S'il n'y avait pas eu Bertha, Cao Cao aurait sûrement passé sa vie dans une institution en tant qu'enfant retardé. Je pense qu'il n'aurait pas appris à parler. Il aurait été très peu socialisé. Il a reçu une éducation plutôt correcte et a mené une vie assez agréable, avec de l'amour, des émotions et de la compréhension. C'est donc une belle histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui a grandi sans contact humain. Mais c'est aussi une histoire d'amour, de famille, d'amitié, de communauté, qui font toute la différence dans une vie. Aló, allá, aló, aquí está Vicente Caucao, aló, otra vida, aquí está Vicente Caucao, no, allí, no se enoja con esta vida, no se enoja esta vida, no se enoja, contenta, allí, contenta de venir, aló. Malgré les 300 années qui séparent l'histoire de Victor de celle de Cao Cao, l'interprétation de leur comportement par la communauté scientifique, tout comme les questions philosophiques qu'elle nous pose, sont extraordinairement semblables. Qu'est-ce qui est acquis? Qu'est-ce qui est inné? Une question impossible à résoudre qui est à l'origine de la psychologie. Selon certains psychiatres, Oksana devrait être internée dans un hôpital. D'autres la pensent capable d'une vie autonome. À sa majorité, elle devra quitter définitivement l'orphelinat. Saura-t-elle alors se construire une vie de femme parmi les humains ? Tu ne te considères pas comme un humain? Non. Alors comment tu te vois? Un être. Quel genre d'être? Un genre d'animal. Tu es un animal? Un être gentil ou méchant? Gentil. Pourquoi? L'homme c'est pire? Ouais. Oui, parce qu'elle m'a nourri et élevé. Elle? La chienne. La chienne? Oui, la chienne. Quand les villageois partaient, c'était elle qui me laissait. Et elle m'allaitait dans sa niche. Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Maman, c'est la chienne. Tu l'appelles maman? Ouais. Oksana n'a pas vécu totalement isolée des hommes, bien qu'elle n'ait pas été élevée par eux. La considérer comme une handicapée serait nier la part animale qui vit en elle. Oksana ne serait donc pas une enfant sauvage? C'est une mauvaise question de se demander si les enfants sauvages existent ou n'existent pas. On a effectivement des témoignages. On en a peu, ce qui fait que les historiens eux-mêmes seraient plutôt induits à les mettre en doute. Mais on en a de manière récurrente, certains comportant beaucoup de précision. Dès lors, je pense qu'il ne faut pas mettre en cause leur existence, mais qu'en même temps, tous ceux qui le font parce que ils sont profondément persuadés que l'homme seul ne peut pas exister, que c'est un mythe. Leur position est une position idéologique. C'est pour ça que je dis que la question n'est pas bonne. Ils ont existé dans toute la pensée des hommes, ils ont existé dans leur expérience vécue, ils ont été perçus comme tels, et on en a parlé, on en a écrit, on a bâti des choses là-dessus. Donc ils ont une existence dans notre culture. Mais en tant qu'individus, on ne doit pas leur poser la question de savoir s'ils sont vrais ou faux, évidemment. Il y a là un phénomène, tout simplement, même si le phénomène nous gêne. En tout cas, ils sont toujours là. 2 to 3 letters a month.
Et je reçois 2 ou 3 lettres par mois avec des témoignages de gens qui croient avoir vu un enfant sauvage. Si vous multipliez ça par le nombre de gens qui étudient les enfants sauvages, ça fait un chiffre assez grand. Et les histoires sont toujours les mêmes structurellement. Même si maintenant il s'agit d'enfants élevés par des chiens ou des animaux domestiques qu'on trouve dans les villes, ou bien d'enfants élevés dans un isolement total, nés dans un grenier ou enfermés dans une cave. Au fond d'une jungle ou dans un bidonville, l'histoire est finalement très semblable. L'ensauvagement est une question de survie. C'est la conséquence d'une maltraitance, d'un drame, d'une souffrance. Mieux vaut parfois l'humanité du monde sauvage que la sauvagerie de l'humanité. Les enfants sauvages nous fascinent toujours. Ils sont un lien ténu entre nous et nos racines animales. Serait-ce parce qu'ils nous révèlent ce qui fait de nous des hommes ? Wish your chicken was bigger. The long chicken and 3. Hey, can I have a Dorito? Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Please, please, Thank welcome. you. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon? And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Relax. Using my. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! Get in here. Two cups flour. Stir. Don't speak. Faster. Stir. Wow. You like? I slaved all day. Wish your chicken was bigger. The long chicken and 3. Hey, can I have a Dorito?
Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Please, welcome. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon? And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Axe. Using mine. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make your nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! Get in here. Two cups flour. Stir. Don't beat. Faster. Stir. Wow. You like? I slaved all day. Wish your chicken was bigger. The long chicken and 3. Hey, can I have a Dorito? Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Please, welcome. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon? And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Axe. Using mine. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make your nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! Get in here. Two cups flour. Stir. Don't beat. Faster. Stir. Wow. You like? I slaved all day.